Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pascal de Izagirre, le PDG de Corsair. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Oui. Corsair, deuxième compagnie long courrier française, également président de la FNAM, Fédération nationale de l'aérien et de ses métiers. Le gouvernement, donc, on va revenir, c'est une info importante, on le sait, il est favorable à une hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. C'est irresponsable, nous a dit le patron d'Air France, KLM, Ben Smith. Vous pourriez en dire de même. Oui, écoutez, vous doutez qu'il n'y a pas de divergence entre le patron d'Air France KLM. J'ai envie de l'entendre. Alors, vous allez l'entendre, puisque hier, effectivement, j'ai tenu également une conférence de presse de la FNAM et nous avons réitéré notre opposition au principe d'une augmentation de cette taxe. Alors, pour des raisons extrêmement simples, c'est que le secteur aérien est déjà lourdement taxé. Vous savez que la France est le pays sur les 27 États membres de l'Union européenne qui taxe le plus le secteur aérien. Donc nous avons fait une étude d'impact pour voir l'impact que donnerait une telle augmentation. Ça serait évidemment très mauvais en matière d'inflexion sur le trafic, en matière de perte d'emploi. C'est combien déjà elle a déjà augmenté cette taxe? Elle est à combien? Elle passerait à combien? J'ai plus les chiffres. Alors, dans le premier projet d'origine du gouvernement Michel Barnier, il y avait 1 milliard de hausse de cette taxation. Bon, aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur les modalités précises qui seraient retenues par le gouvernement actuel. Il y a simplement eu les déclarations d'Amélie de Montchalin disant que le gouvernement allait remettre ça en quelque sorte, mais nous n'avons pas d'informations, le détail sur les modalités de la taxe. Donc là, de toute façon, nous sommes opposés au principe d'augmentation de la taxation, et si hausse de la taxe il devait y avoir, on a un certain nombre de desiderata, bien sûr, que nous exprimons. Donc ce serait inconséquent, irresponsable, comment vous le qualifiez? Si de nouveau, écoutez, là, c'est très simple. Augmenter. Le pavillon français est dans un déclin continu dans les 20 dernières années. Il faut savoir que le pavillon aérien français, absolument, a perdu 1 point de part de marché par rapport au pavillon étranger régulièrement chaque année. Je vous donne les chiffres. 2024, le pavillon français ne représente que 37,5% du marché global du transport aérien de et vers la France. Et si vous regardez le moyen courrier spécifiquement, là on tombe à 27%. Donc bien évidemment, notre compétitivité elle est très handicapée parce que vous savez que le transport aérien c'est quelque chose de complètement ouvert, c'est extrêmement concurrentiel. Or nos concurrents, hors Europe, eux ne sont pas pénalisés par un tel environnement fiscal et réglementaire. Qui paye cette taxe, encore une fois? C'est le consommateur? Alors, cette taxe, nous n'aurons d'autre moyen, nous, compagnies aériennes, que la répercuter sur le consommateur. Françaises ou même les compagnies étrangères? Alors, les compagnies étrangères, lorsqu'elles décolleront de France, devront la payer, mais elles n'auront pas à la payer, si vous voulez, au départ de leur pays. Et par ailleurs, pour une compagnie française, 100% de notre trafic sera exposé à l'augmentation de cette taxe, alors que pour les compagnies étrangères, ce sera très marginal. Donc, on va avoir une fuite de trafic via des hubs étrangers, et donc notre compétitivité sera très atteinte, alors que déjà, nous devons effectuer des efforts considérables en matière d'investissement pour la modernisation des flottes et pour notre décarbonation, qui est quand même notre objectif prioritaire. Donc, le transport aérien français subit un déclin? Oui. Dire, sans verser dans la... Je ne suis pas déclinologue, loin s'en faut. Mais d'ailleurs, je crois que c'est de vous, au déclin inexorable, vous avez dit. Déclin inexorable, absolument. Violent, oui, parce que nous avons de plus en plus de contraintes réglementaires et de contraintes fiscales. Si j'élargis le débat, vous voyez, c'est un peu le problème de l'Europe. C'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied avec toujours plus de contraintes, toujours plus de réglementations. Or, quand vous voyez le monde autour de nous, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Or, vous savez, nous, 96% de nos emplois, ils sont basés en France, donc nous sommes des créateurs d'emplois. On peut dire que la filière aéronautique est une filière qui rapporte beaucoup en matière de croissance du PIB, en matière de balance des paiements, etc. C'est quand même un secteur d'excellence. Donc quand on dit le transport aérien est opposé à la taxe, mais je pourrais dire c'est tout notre écosystème. Guillaume Faury, qui est le président du GIFA, c'est le président d'Airbus, a fait une déclaration récente pour dire qu'effectivement, ils étaient également opposés à la taxe parce que ça allait handicaper notre capacité, les compagnies aériennes, à moderniser, à renouveler nos flottes. Quels sont les autres pays qui pratiquent cette taxe? Eh bien écoutez, il se trouve qu'il y a très peu de pays, il n'y a que 7 pays
en Europe. Un pays comme l'Italie ou un pays comme l'Espagne ont décidé d'ailleurs de réduire, voire de supprimer cette taxe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent développer l'attractivité touristique du pays, parce que je vous fais remarquer une contradiction supplémentaire. On parle de développer l'attractivité touristique de la France, mais finalement, on impose un impôt supplémentaire. C'est quelques euros, certains vous diront, mais c'est quelques euros. Oui, mais c'est quelques euros. Vous ne payez pas, c'est vos clients qui les payent. Hein. Oui, mais attendez, nos clients les payent. D'abord, il faut voir... C'est de combien d'ailleurs cette taxe? Attendez, là, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Je vous dis qu'actuellement, nous n'avons eu aucune information sur les modalités qui seront retenues là, par cette taxe. Mais si c'était le projet Barnier qui était appliqué, avec ce fameux milliard d'euros en plus, alors, ça combien ça dépend de la classe de voyage, ça dépend des lignes, etc. Et ça dépend aussi, si on partira du point d'atterrissage de la discussion parlementaire qui était au Sénat, qui avait revu à la baisse et qui souhaitait par exemple une exonération des départements et régions d'outre-mer qui sont extrêmement concernés. Oui. Il y a eu récemment des émeutes contre la vie chère. Vous savez que le transport aérien pour nos compatriotes ultramarins, c'est quelque chose d'absolument vital. Donc, ce sont des lignes d'ailleurs sur lesquelles vous êtes, évidemment. Encore sur lesquelles nous sommes, et là, vous n'avez aucune substitution de notre mode de transport. Pardon, je repose la question. C'est quoi, 5 euros, 10 euros, 15 euros, jusqu'à 50 euros? Écoutez, c'était initialement, c'était jusqu'à 9 euros supplémentaires en classe économique, c'était 150 euros en classe business. En long courrier. Absolument. Le problème, c'est que cette taxe s'ajouterait à d'autres taxes. Je pourrais vous parler de la taxe infrastructure longue distance qui a été créée au 1er janvier 2024. Je pourrais vous parler de l'augmentation de la taxe sûreté et sûreté. Taxe française ou européenne? Française. Alors en plus, ça se rajoute à des contraintes européennes. Donc on a une couche européenne, une couche du Covid où on veut nous faire payer un certain nombre de choses durant le Covid, voilà, et une couche française. Cela fait beaucoup. Nous avons chiffré pour 2025 l'impact pour le transport aérien français de l'augmentation de toutes ces taxes, 1,2 milliard d'euros. C'est considérable. Regardez les marges des compagnies aériennes françaises qui sont extrêmement faibles. Donc lorsque vous dites c'est quelques euros, mais c'est quelques euros qui vont amputer notre marge. Mais que vous ne payez pas, ce sont les clients qui les payent. On ne paye pas, encore faut-il que les clients acceptent ça, ça aura un impact déflationniste sur le trafic et sur notre croissance, et rien ne dit qu'à un moment, l'environnement ne nous contraindra pas finalement à essayer d'absorber cette taxe parce qu'on ne pourra pas la répercuter. Il ne faut pas croire qu'on peut augmenter les tarifs, qu'il y a une élasticité absolue. Elle avait déjà augmenté en 2024 cette taxe. Hein. Elle avait déjà augmenté, bien sûr, et donc là on a un processus continu. Donc nous, ce que nous disons... Qui est mortifère, en tout cas, peut-être pas mortifère, j'y vais fort, mais en tout cas qui... Assez quand même, si vous voulez, parce que le transport aérien, c'est une affaire de souveraineté nationale, hein, vous êtes d'accord, d'indépendance nationale. On veut que le pavillon français soit représenté, on veut que le pavillon français soit dynamique. Et puis, je vous fais remarquer donc également que non seulement nous sommes créateurs d'emplois, mais on offre à des jeunes, vous savez, qui sont sortis du cursus scolaire, des processus d'intégration, de déroulement de carrière, etc. On a comme bassin d'emploi les zones autour des aéroports qui ne sont quand même pas les plus favorisées. Donc on a un rôle aussi de création d'emplois en matière sociale, dans les quartiers, dans les banlieues défavorisées, qui est quand même très important aussi. D'autant que l'an dernier, le trafic aérien a retrouvé son niveau pré-Covid. Alors absolument. Le trafic aérien a retrouvé son niveau pré-Covid à 99% pour la France. Mais vous apercevez... On est un des derniers pays à l'avoir retrouvé d'ailleurs, non? Absolument, nous sommes le dernier. Et en plus de cela, quand vous regardez les tendances et les prévisions de croissance du trafic aérien pour, on va dire, les 20 prochaines années, vous apercevez que l'Europe reste complètement décalée. Et la croissance, elle va se faire essentiellement en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Donc on voit bien que progressivement, la part du secteur aérien pour l'Europe et plus encore là pour la France est en voie de rétrécissement. Voilà. Certains disent que les billets de train sont de plus en plus chers, notamment les billets de TGV. Est-ce que tout ça pousse aussi, plaide pour des billets d'avion de plus en plus chers? Alors, absolument pas, parce que quand vous c'est une question, disiez, pas une affirmation. Absolument. Vous disiez justement qu'en 2024, le transport aérien a retrouvé son niveau d'avant Covid, donc de 2019, mais il ne vous a pas échappé
que le trafic radial, c'est-à-dire sur toutes les lignes aériennes entre Paris et les aéroports de province, lui, ne cesse de diminuer et aujourd'hui est à son niveau de 1984. C'est-à-dire nous sommes revenus 40 ans en arrière pour le trafic les gens prennent radial. Le train. Les gens prennent le train ou la voiture, je me permets de le dire, parce que quand vous êtes sur une transversale, il n'y a pas de train. Donc là, vous devez prendre votre voiture. Donc en fait, le transport aérien domestique, si vous voulez, nous avons intégré qu'il est condamné. Il est condamné à terme, enfin je dirais une portion très très congrue, la concurrence du TGV, nous l'avons accepté. Mais en revanche sur le trafic international, nous sommes en compétition avec des compagnies aériennes étrangères et où vous n'avez pas de moyens de substitution pour les transports, il faut que les pouvoirs publics veillent à ne pas pénaliser, à ne pas handicaper leurs compagnies nationales. Parce que d'autres marchés européens sur le long courrier sont plus dynamiques que ce qu'on voit en France. La plus dynamique, vous avez un très mauvais exemple qui est l'Allemagne, qui mène une politique à peu près similaire à celle de la France, où le transport aérien allemand est en chute, et où effectivement le pavillon étranger est en très forte augmentation. En sens inverse, je vous ai parlé de l'Espagne et l'Italie, j'aurais pu vous parler de la Suède, qui il y a quelques semaines a décidé de supprimer sa taxation de l'aérien justement, parce qu'elle ne voulait pas nuire non seulement à l'attractivité, mais à la connectivité. C'est en nombre de liaisons que tout cela s'exprime. Donc vous dites quoi au gouvernement Bayrou qui s'apprête sûrement à arbitrer? Vous saurez quand? Il y aura un arbitrage d'ailleurs là-dessus? Non, écoutez, on n'a pas, comme je vous ai dit, nous n'avons pas d'informations. Alors on mène bien sûr le lobbying et les contacts nécessaires, y compris auprès des parlementaires. On attend de savoir à quelle sauce nous serons accommodés. Ce qui est clair, c'est que si augmentation de taxes il y a, nous voudrions qu'elle soit temporaire, d'accord, et pas pérenne. Voilà. Deuxièmement, nous voudrions qu'on parte... En France, c'est rare. En France, c'est très très rare. Voilà, on crée un impôt et ensuite, ça ne va jamais dans le sens du retour en arrière. Deuxièmement, nous voudrions qu'on parte du barème du Sénat, qui était le point d'aboutissement de la discussion parlementaire la précédente. Troisièmement... Qui était donc plus acceptable. Qui était plus acceptable, si vous voulez, on nous a dit il y a une taxe, on préfère que l'augmentation soit la plus faible possible. Et donc le Sénat avait mené un travail qu'on peut considérer comme assez raisonnable. Troisièmement, on voudrait que nous ayons également le fléchage du produit de cette taxe. Ah, c'est un sujet, c'est notre objectif raison, de décarbonation, parce que vous savez qu'on doit procéder à des investissements considérables en matière de décarbonation. Alors, au moins, vous avez peur que cet argent il aille ailleurs, quoi. Ben oui, on ne veut pas que ça soit perdu dans le budget de l'État, mais que ça soit fléché vers nos propres besoins. Vous savez qu'on a des quotas d'incorporation croissants en matière de carburant durable. Ça, c'est un vrai sujet pour les compagnies aériennes. Bon, donc voilà. Donc, nous souhaiterions tout cela. Je sais qu'Air France l'avait appliqué par anticipation, cette taxe, et a remboursé ses clients. C'est votre cas, vous aussi? Vous doutez que Corsair a remboursé la totalité de ses clients. On l'a fait très vite. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Il faut parler aussi, puisque vous êtes là en tant que PDG de Corsair, Corsair qui a confirmé son redressement en 2024, avec vos premiers bénéfices, certes maigres, 1 million d'euros, mais voilà, la symbolique est là, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous revenez de loin, il faut le dire, mais ça montre que le pire est passé et que ça n'a pas été facile? Alors absolument, ça n'a pas été facile. Nous sommes entrés dans la période du Covid avec zéro dette. Malheureusement, on a été très affectés par la période du Covid, les crises sociales aux Antilles fin décembre 2022. Et on a fait un très bel exercice 23-24. 1,5 million de passagers. 1,5 million de passagers, donc on est vraiment la deuxième compagnie aérienne long courrier, un chiffre d'affaires record de 700 millions, une excellente dynamique commerciale, et ce qui est très satisfaisant, c'est que cette dynamique commerciale, elle se proroge, puisque sur le dernier trimestre de l'année 2024, on connaît aussi, une forte progression commerciale, et deuxièmement, on continue notre amélioration des résultats financiers, on améliore très substantiellement nos résultats financiers sur ce dernier trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les recettes pour redresser la barre, un chiffre d'affaires qui a augmenté de 40% en 3 ans, ça on l'a dit, mais aussi des fermetures de lignes. Voilà, qu'est-ce qui a été fait pour redresser la barre? C'était du boulot, ça nécessitait des efforts. Alors écoutez, il y a des efforts qui ont été consentis par les personnels en 2021. On a revu un certain nombre de choses, on a diminué les effectifs, on a revu les normes de productivité, et puis on a un élément qui est quand même clé pour une compagnie aérienne, c'est le renouvellement et la modernisation de la flotte. Vous savez que le 24 décembre 2024, nous avons reçu notre 9e Airbus A330 Neo. Donc aujourd'hui, la flotte de Corsair, c'est une des plus jeunes et des plus modernes dans le monde. C'est une flotte totalement homogène et
derniers standards en matière de confort et bien sûr les meilleures performances au point de vue environnemental. Donc quand vous avez un outil industriel rationnel, aussi moderne, aussi performant, qui consomme moins de carburant, eh bien évidemment vous avez un impact très positif en matière de synergie, d'effet d'échelle et de maîtrise de vos coûts. Renouveler donc le 9 avions et un 10e qui devrait arriver bientôt, non? J'ai vu ça. Alors écoutez, là pour l'instant, nous restons à 9. On reprendra la progression ultérieurement. Il faut digérer cela. Vous savez que cette modernisation de la flotte, on l'a menée en un peu plus de 3 ans. Donc c'est vraiment un temps record. Et donc c'est un pari, puisque malgré la période du Covid, j'avais décidé de procéder à la modernisation de cette flotte. Et c'est un pari qui est gagnant, parce que vous doutez qu'une flotte moderne, c'est aussi beaucoup plus attractif J'allais y en venir. commercial. Voilà, parce qu'il y a cette image dont vous souhaitez vous départir, de low cost, et de monter en gamme, d'être plus Absolument. premium. C'est ça la stratégie aussi. Alors, vous avez tout à fait raison. Moi, je veux débarrasser Corsair des oripeaux du passé. Vous savez, à l'époque, c'était la compagnie de Nouvelles Frontières. Nous sommes une compagnie régulière en 3 classes. Une classe affaires qui offre un confort remarquable. Je peux vous dire, j'ai à rougir avec aucun de mes concurrents. Nous attirons et nous captons d'ailleurs une part croissante de cette clientèle affaires. Et l'enjeu là maintenant, c'est de tirer parti justement de cette premiumisation du produit, de cette montée en gamme pour tirer l'image de marque vers le haut. Absolument. L'Amérique du Nord, il y a toujours des liaisons, c'est fini? Non, alors c'est fini. C'est ça, on est sur Antilles, Océan Indien, Afrique. C'est ça. Donc Martinique, Guadeloupe, Réunion. Absolument. Alors là, on est au moins en vol quotidien, si ce n'est 2 vols par jour. Nous volons sur Mayotte, et donc effectivement, là récemment d'ailleurs, on a beaucoup contribué en liaison avec les services de l'État, acheminé des secours, du fret, on a fait pas mal de vols spéciaux pour le gouvernement aussi, et sur l'Afrique que nous souhaitons développer. La bataille est sévère sur ces lignes-là, qui sont vos principales lignes avec Air France, Air Caraïbes, Air Austral. La bataille, Alors, je peux vous le confirmer, elle n'est pas sévère, elle est redoutable. Et parce que vous avez beaucoup de capacités, vous avez une concurrence donc extrêmement forte. Et d'ailleurs, c'est très simple, quand vous regardez les prix sur cette destination, département ou région d'outre-mer, ils sont inférieurs à distance égale au prix sur des liaisons internationales, parce que l'intensité de la concurrence est vraiment beaucoup plus forte. On est 3 sur les Antilles, on est 4 sur la Réunion, une intensité extrêmement forte, un très fort volume d'offres. Est-ce que ce redressement, on finit là-dessus, Pascal de Izaguirre, est-ce qu'il arrive au bon moment, puisqu'on sait que la Commission européenne va, je ne sais pas quand, ou peut-être a déjà statué sur ces aides que l'État vous a apportées? Quand est-ce que Bruxelles va valider votre plan de restructuration? Alors, j'aimerais bien le savoir. Je ne vous cache pas que le dossier est examiné depuis pas mal de temps, donc on n'a pas d'inquiétude sur le fond. Mais il faut reconnaître que les péripéties politiques en France, si vous voulez, n'ont pas favorisé l'accélération du dossier. Donc vous n'avez pas de visibilité là-dessus? Non, on n'a pas de visibilité. Alors, on n'a pas d'inquiétude particulière, mais on n'a pas de visibilité parce que malheureusement, les changements récurrents d'interlocuteurs ne facilitent pas l'accélération du dossier. Ce plan d'État, il faut le rappeler, sous votre contrôle, l'abandon de 80 millions d'euros de prêts consentis par le gouvernement durant la pandémie et un crédit d'impôt de 38 millions d'euros. C'est ça qui mérite d'être validé au travers de votre plan de restructuration? Absolument. Un crédit d'impôt, je le précise malgré tout, qui correspond à l'achat des Airbus A330 Neo 9. Et par ailleurs, il faut compléter par de l'apport de New Money, de la part d'actionnaires pour 30 millions d'euros, avec un très beau tour de table d'ailleurs, avec des nouveaux investisseurs qui sont dans le domaine notamment de l'industrie et du voyage. Donc la rentabilité de 2024 n'est pas, on va dire, exceptionnelle. Il faut consolider, pérenniser ce redressement financier, mais le pire est derrière et ça y est, c'est parti pour... Le pire est derrière et je ne vous cache pas que jusqu'à maintenant, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, vous savez, sur la conjoncture, les tensions géopolitiques, l'instabilité de la politique en France, malgré tout, l'exercice est très bien engagé pour aller vers une rentabilité significative cette année. L'activité est comment? On finit là-dessus, parce que l'été dernier, c'était pas top, pour le dire comme ça. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'activité n'était pas top à cause des JO. Ouais. Écoutez, on a une demande quand même assez soutenue. Ce que nous constatons, c'est que la demande est là, mais évidemment avec des tarifs moindres. C'est-à-dire qu'on a une érosion tarifaire assez prononcée. Le consommateur est opportuniste. Beaucoup de ventes de dernière minute. On voit qu'il a tendance à déclencher son acte d'achat assez tardivement. Mais la demande est toujours là. Donc à nous de compenser par l'augmentation du coefficient de remplissage ce que nous perdons en prix moyen coupon.
C'est ce qu'on vous souhaite. Merci pour cet Merci entretien avec beaucoup. vous, Pascal de Isaguirre, PDG de Corsair, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à Au vous. revoir.